say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invitée du jour aime sortir du cadre. Isabelle Lemierre a fondé Coach and Happy. Elle accompagne les adultes à haut potentiel et propose également des accompagnements de groupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à vos côtés ce matin, Swazik Desèze que vous accompagnez, Laetitia Loriot, assistante de direction à l'école IFAC de Rennes avec qui vous montez des ateliers en groupe. Et coup de projecteur avec Aurore Langlais sur l'ANPEP. Vous êtes la présidente de l'antenne bretonne ANPEP qui accompagne des enfants précoces. Bienvenue à tous les quatre. Alors Isabelle Lemierre, avant de devenir coach, vous avez eu plusieurs vies professionnelles, mais comment le coaching est-il entré dans votre vie ? Alors je dirais que le coaching, il est arrivé dans ma vie un petit peu dans une suite logique de choses. J'ai fait effectivement plusieurs métiers. J'ai fait de la logistique, j'ai eu une agence de communication, puis je suis retournée vers le salariat. Et puis justement, dans cette dernière expérience de salariat, j'ai eu une initiation à ce que pouvait être le coaching. Et pendant 2 jours, j'ai imaginé ce que ça pouvait être. J'ai adoré ça. J'ai décidé de partir de cette entreprise, la dernière où j'étais. Et puis j'ai négocié dans mon départ une formation en coaching. Et j'ai fait cette formation qui a duré 9 mois. Et je suis devenue coach professionnel certifié, ce qui est très important. Et vous lancez à la suite de ça donc Coach and Happy. Comment s'impose à vous finalement assez vite, petit à petit peut-être, le suivi des personnes à haut potentiel ? Alors petit à petit et finalement assez vite, effectivement. Au départ, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, on s'installe, on a envie de travailler, donc on coach. Moi, je coachais des managers, des dirigeants, je faisais de la reconversion professionnelle, etc. Et puis j'avais mis une étiquette un peu zèbre, haut potentiel intellectuel, et j'ai commencé à avoir des appels pour cette particularité-là, parce qu'on ne devait pas être très nombreux à le faire à ce moment-là. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Il y a eu du bouche à oreille. Et puis je me sentais dans mon élément. J'étais très à l'aise avec les hauts potentiels intellectuels. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors pour parler des personnes à haut potentiel, parce que j'imagine que certains de nos téléspectateurs ce matin découvrent ce que c'est, il existe plusieurs déclinaisons, vous le disiez, zèbre, HP, HPI, HPE. Qu'est-ce qui distingue finalement toutes ces déclinaisons ? Alors en fait, un haut potentiel intellectuel, c'est une personne qui est, alors on les appelle aussi les surdoués, pour les enfants on va les appeler précoces, enfin il y a plusieurs effectivement sémantiques, chacun sa façon de dire. Zèbre, c'est une invention entre guillemets qui a été faite par Diane Scio-Fachin, qui est assez connue, Jeanne Scio-Fachin, qui est assez connue dans le milieu, qui, pour elle, chaque individu est différent et chaque haut potentiel intellectuel est différent. Ce sont des gens, des enfants, des adultes qui ont un QI supérieur à 130. La normale, c'est combien ? Alors la normale en France et dans le monde, puisque c'est la fameuse courbe de Gauss, on dit que 50% de la population est entre 90 et 110 à peu près. Donc on est vraiment, il y a 2,2% de la population qui est au-dessus de 130. Qui est au-dessus de 130, voilà, exactement. Enfin, et donc ces déclinaisons, donc il y a zèbre, HP, HPI, HPE, donc ça veut dire haut potentiel. En tout cas, si on entend ce terme-là, ça veut dire qu'il y a un lien avec la haute potentialité, si on peut dire. HPE, c'est haut potentiel émotionnel, donc c'est encore un petit peu différent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de leur hypersensibilité, donc ils sont un peu à classer dans cette catégorie. Souvent, les HPI sont émotionnellement très forts, mais pas systématiquement. Et on peut être aussi haut potentiel émotionnel sans pour autant être HPI et avoir un QI supérieur ou égal à 130. Et aujourd'hui, quelles sont les méthodes qui existent pour détecter justement les hauts potentiels ? Alors, la seule méthode officielle, c'est passer le fameux test. Alors, WISC pour les enfants, VACE 4 pour les adultes. Et c'est forcément passer dans un cabinet de psychologie, enfin un psychologue ou une psychologue assermentée, donc qui a le diplôme et la faculté de faire passer le test. Et donc, c'est un test qui dure à peu près 2 heures en face à face avec le ou la psychologue. Donc c'est un test que vous avez fait, Swazik Desèze ?
Très Alors, tard. Moi, j'ai été, oui, très tard, Ouais. il y a 2 ans, en effet, oui. Comment vous en êtes venue à faire appel à Isabelle Lemierre? Alors en fait, quand j'ai été détectée, ou plutôt identifiée, parce que j'aime pas trop le mot détectée, c'est comme si on était malade. Diagnostiquée aussi, je crois que ça passe pas beaucoup. Ouais, dans non, le- mais identifiée plutôt. Ouais. J'ai compris plein de choses et j'ai fait un retour en arrière sur la petite enfant jusqu'à maintenant et j'ai tout compris. Je me suis dit que ça m'aurait bien servi de le connaître, de le savoir avant. Et j'ai compris aussi quelles étaient mes faiblesses dans mon et mes forces aussi, par conséquent, dans mon travail et dans ma vie perso. Et je me suis dit qu'il fallait sans doute que je sois accompagnée pour canaliser ce potentiel. Moi, j'appelle ça plutôt multipotentiel que haut potentiel, parce que c'est considéré qu'il y a un bas potentiel, et je ne suis pas très d'accord avec ça. On va revenir sur l'usage des termes, mais qu'est-ce que vous avez mesuré en fait? Ce que vous dites, c'est que vous avez toujours eu le sentiment d'avoir un décalage finalement dans votre vie, que ce soit professionnelle, amicale ou intime. Oui, presque. parce que, oui, depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie un peu à part et beaucoup de questions. Et je pensais que, et même petite, je voyais des choses sur la vie. J'étais assez noire, assez noire, j'avais des idées un peu noires. En fait, j'avais une conscience dont je n'avais pas conscience, justement, mais j'avais déjà cette conscience sur la vie un peu particulière. Après... Ça se manifestait souvent au quotidien? Oui, parce que d'abord à l'école, je ne travaillais pas énormément, j'étais assez turbulente, assez bavarde, et pourtant j'avais de bons résultats. Juste quand même ce qu'il fallait, quand il fallait mettre un coup de collier parce qu'il y avait de l'orgueil, je pouvais avoir un 19 sur 20 en maths parce qu'on m'avait dit attention, sinon tu vas redoubler, alors que j'avais 4 toute l'année. Et là, le prof me balançait la feuille, la copie en me disant, en me faisant comprendre que je me foutais de lui. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il était comme ça. Il aurait dû être content. Bon, voilà, donc c'est ça. Et puis, c'est cette hyperactivité, c'est-à-dire cet ennui que l'on a à chaque fois. Et puis, cette envie de vouloir tout comprendre, de vouloir apprendre en permanence, de lire beaucoup. J'étais déjà sur les infos quand j'avais 10 ans. Voilà, j'écrivais. Tout le temps, ouais. Je sais pas, oui, je me Ou en sentais parfois en avance, décalage. ou- Je sais pas si c'est en avance, mais il fallait que j'écrivais, je faisais, et je m'ennuie vite, oui. Mais Vous vous sentiez en tout cas très différente de votre environnement. Je me sentais un peu inférieure. J'avais parfois un complexe d'infériorité. Ok. Et j'ai des profs qui avaient même dit que j'avais un complexe de supériorité. Mais parce que comme j'étais timide et que je manquais de confiance en moi, sans doute que j'en rajoutais. C'est des trucs, c'est très bizarre. Alors vous, Isabelle Lemierre, la distinction est importante. Vous coachez des adultes au potentiel, mais sur leur sphère professionnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire l'histoire de vie de ces personnes. Pourquoi ce choix-là d'être sur ce segment-là? Alors, c'est vrai qu'il y a les coachs de vie et puis il y a les coachs qui sont plus tournés vers l'aspect Et le professionnel. développement personnel d'ailleurs Voilà, aussi. Développement personnel. Alors, moi, je me suis plutôt mise sur l'aspect professionnel parce que ça va un petit peu moins dans l'intime quand même, bien que... Il y a forcément des ressorts voilà. intimes dans ces enjeux. Le premier outil que j'utilise, c'est ce que j'appelle le parcours de vie, par exemple. Donc, Swazik en a fait les frais, où là, on retrace un peu toute son histoire. Donc, c'est le seul moment où je me penche sur l'histoire. Mais sinon, le coaching, c'est vraiment, on part d'aujourd'hui et maintenant et on va dans le futur. Donc, c'est complètement différent. Et moi, ce qui m'intéresse dans la partie professionnelle, c'est quand on est bien professionnellement, après, on est bien aussi personnellement. Donc, les deux sont intimement liés. Mais c'est vrai que le coach de vie, il y en a, il en faut. Mais moi, je suis moins à l'aise avec ça, c'est clair. Et chaque coaching, c'est pour répondre à une question précise. Est-ce que vous aviez un objectif en tant que tel, Swazik de Cesse, dans votre sphère professionnelle? Quel était mon objectif? Toi, ton objectif, c'était d'être mieux organisé, en fait. Comme tu dis, de canaliser, canaliser. Donc, l'objectif, c'était d'arriver enfin à pouvoir te poser et à t'organiser. C'était ça. Il y avait un alignement aussi. Ouais. Un souhait d'alignement. Oui, et de comprendre comment utiliser aussi ce haut potentiel qui est juste
génial, quoi. C'est-à-dire quand on le maîtrise, c'est génial. Objectif réussi ou objectif en cours Alors en cours, d'acquisition. Non, en cours, parce que j'ai encore des choses à mettre en place et je le ferai avec Isabelle parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais peut-être, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris aux côtés d'Isabelle Lemierre? Alors en fait, j'ai compris, pourtant ça je devrais le savoir, mais j'ai compris qu'on doit accepter que... comment vous expliquer ça? Souvent, on a l'impression de voir, il y a un coup d'avance. Et c'est compliqué de dire, mais non, mais là, on va être Enfin, moi, je vais de A à Z. Voilà, je vais de A à Z. Après, ma difficulté, c'est de faire de Z à A. Parce qu'il faut expliquer pourquoi je suis arrivée à Z. Et j'ai du mal. Je suis en rendez-vous, par exemple, j'ai déjà la stratégie en tête à la fin du rendez-vous, sauf qu'après, je dois expliquer le cheminement. Et là, c'est un peu galère. Et quand on a une équipe... Parce que vous êtes dirigeante d'une entreprise. Oui, voilà. Et quand on a une équipe, on voit déjà le coup d'avance. Or, on est là aussi pour transmettre, comment transmettre quelque chose que l'on a, qui est inné et qui est absolument imperceptible. Il faut accepter qu'on n'aille pas toujours à la même vitesse que vous. Et la patience, c'est pas du tout ma qualité. Et justement, Isabelle Lemierre, vous dites souvent que tout est une question de perspective entre la personne au potentiel et le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? En fait, voilà, c'est exactement ce que dit Swazik, c'est-à-dire que dans l'accompagnement que je propose, je mets en perspective et j'explique, en fait, à mes clients qu'ils représentent 2,2% de la population. Ce qui signifie qui ne sont pas majoritaires et qui sont 97,8% de la population n'est pas comme eux. Et que donc, alors que depuis tout petit, ils sont en suradaptabilité, ils sont fatigués de ça, en fait, il va falloir quand même qu'ils continuent à s'adapter et qu'ils comprennent que le chemin, eux, ils peuvent faire le chemin d'aller et d'expliquer finalement, parce que c'est transparent, on ne voit pas quelqu'un qui est au potentiel, on se dit mais qu'est-ce qu'il a à s'agiter et qu'est-ce qu'il a à aller plus vite que moi, celui-là, mais on ne le voit pas, c'est pas écrit. En fait, je trouve qu'il y a une image qui est... Mais est-ce qu'ils sont mal perçus? C'est ce que vous êtes en train de dire finalement par les 98% Alors non, ils ne sont pas mal perçus. Ils pensent qu'ils le sont. C'est très différent. Voilà, c'est très différent. Ah, je serais quand même pas d'accord. Ils sont mal perçus. Si, parce qu'on a l'impression qu'on s'agite, qu'on fait... Au moins, on m'a souvent dit, on se calme, on les mettait toujours à fond, mais comment tu fais et tout. Moi, je dis, non, je ne suis pas toujours à fond. Alors si, peut-être que je suis toujours à fond parce que j'avais l'impression... Alors je me disais, je suis dynamique, peut-être que je suis active, etc. Bon, j'ai compris que j'étais en effet hyper active. Mais si, on a l'impression le voit d'ailleurs dans votre façon de vous tenir et de parler, vous êtes hyper active. C'est l'impression que vous êtes peut-être un petit peu nerveuse aussi, c'est pour ça. Mais si, on a l'impression qu'on n'est pas compris et que, je sais pas, oui. Mais en fait, cette perception... C'est tout le travail que vous faites finalement. C'est-à-dire que cette perception, elle n'est pas liée au fait qu'on soit au potentiel, elle est liée à la perception intime de la personne. Donc, l'idée, c'est de remettre en perspective et de dire, en fait, il faut comprendre que le reste de la population est différent, donc il faut aussi pouvoir s'adapter, et en particulier en tant que dirigeante, j'en ai d'autres aussi en tant que dirigeant, expliquer que leur temporalité n'est pas la même que leurs salariés. Alors, bien évidemment, 2,2% de la population, c'est pas non plus Pouillem. Vous en avez forcément dans votre entourage, on en a tous en fait. Et finalement, quel est le profil, vous parlez des dirigeants, quel est le profil des personnes qui vous consultent? Ça peut être, tant qu'on est adulte, vous êtes ouvert à tout, parce que c'est ça. Ah oui, adulte, jeune adulte. Et alors, moi, j'ai tout type de métier. Moi, j'ai une jeune femme mécanicienne qui est venue me voir, par exemple. Donc, il y en a dans tous les métiers, il y en a dans toutes les sphères professionnelles, et il y en a à tous les niveaux sociaux. On peut être dans son champ et avoir un haut potentiel intellectuel. Et voilà, il y en a à tous les niveaux de la société. Alors, ce qui est dans tous les assez drôle, si je puis me permettre, c'est que vous avez décidé, vous, un jour, de faire le test. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tester? En fait, la curiosité. C'est-à-dire qu'au départ, comme je vous disais, j'ai commencé un peu comme ça à en faire. Et puis tous mes clients me parlaient de ce test. Parce que pour la plupart, ils l'ont passé souvent tardivement, mais ils l'ont passé.
me suis dit, il faut que je sache ce qui se passe dans ce test, il faut que je vois. Donc, je suis allée chez une psychologue à Rennes, donc je lui ai expliqué ma démarche, donc elle trouvait ça sympa, donc elle m'a fait passer le test. Je lui ai dit, par contre, je veux tout faire. Je veux faire l'entretien préalable, je veux passer le test et je veux aussi la restitution, etc. Et donc, j'ai passé ce test et alors, je m'observais, c'est-à-dire j'observais ce que je faisais, j'observais ce que faisait la psy, et puis en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'elle-même observait aussi. Enfin, c'était assez rigolo. Ça va être compliqué dans votre tête à ce moment-là. Oui, non, pas tellement, parce que voilà, c'était intéressant de faire j'avais besoin de ça. Il fallait vraiment que je puisse vivre cette expérience. Aujourd'hui, quel a été le résultat d'abord? Alors, le résultat, je suis à 128. Ah, donc vous êtes entre deux. Alors, ça, parce que 130, c'est la limite. Ouais, voilà, c'est ça. 130, c'est la limite. Et avec la marge d'erreur, j'ai un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que donc c'est très confortable pour moi. Mais est-ce que vous vous considérez, vous, au potentiel Non, aujourd'hui? alors ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des fois, oui, je peux avoir certaines façons de penser ou de réagir. Mais enfin, c'est vrai que quand j'ai lu, il y a beaucoup de livres qui sont assez négatifs, je ne me sens pas trop dedans. Et en même temps, je comprends. C'est-à-dire quand je suis face à Swazik ou à mes clients qui ont des problématiques, il y a des problématiques qui me sont communes et qui me parlent. Donc voilà, et ça permet aussi, parce que ça fuse, hein, je peux vous dire, dans un rendez-vous, pap, ça va très très vite. Les questions, les réponses, faut pouvoir rebondir. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce test a bousculé quelque chose ou pas pour vous? J'étais un peu étonnée du résultat, très franchement. Parce que je pense que quand on va passer ce test, on se dit... moi, j'y allais vraiment en curiosité. Et j'étais un peu surprise du résultat. Alors, cette question au potentiel, elle touche certains enfants. Hein, la preuve, on ne devient pas au potentiel en se levant à matin. Vous êtes HPI comme l'est votre fille aujourd'hui, Swazik? Oui. Alors, parce que là, on va parler de la question des enfants. Oui, alors elle n'a pas été identifiée comme telle, mais c'est clair qu'elle l'est, ça c'est sûr. Enfin, je le vois bien. Puis, bon. Donc oui. Quels ont été les signes qui vous ont mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui a fait comme ça, que... c'est vrai qu'elle va très vite, il y a une pas besoin d'être maturité. HPI pour ça. Elle fait une auto-analyse des choses, elle comprend. Enfin, c'est... Ouais, non, elle a un truc en plus, et oui. Alors que j'ai un fils qui lui, ne l'est pas. Il ne l'est pas. Enfin, non, il n'y a pas la même façon de voir la vie et tout. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec lui, parce qu'il était en alternance avec moi. Il a encore plus compris mon mode de fonctionnement. Est-ce que ça vous a fait quand même pas mal frité, hein, de voir que votre fille était au potentiel? Est-ce qu'il y a eu un moment de « oh non, pas elle » Non, pas du tout. Ah, ok. Alors là, pas du tout. Bah non, parce que justement, comme moi je savais, je lui ai dit. Je lui ai expliqué, elle a compris, et c'est une force maintenant de le savoir. C'est génial. Si j'avais su, je n'en serais pas là aujourd'hui. Aurore Langlais, donc je le disais, hein, vous êtes la présidente Bretagne de l'AMPEP, donc association qui accompagne les enfants précoces. Votre fils a été identifié au potentiel, c'est bien si je dis identifié plutôt que détecté. Comment on vit cela en tant que parent, vous? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous, d'abord, vous êtes au potentiel? Alors moi, je ne me suis pas testée et effectivement, peut-être que je le suis. Par rapport à mes lectures, je dois être à peu près, peut-être à la limite, mais bon voilà, je n'ai pas fait le test. Et c'est vrai que j'en ressens pas le besoin, en fait, actuellement. Donc peut-être que je le ferais si j'en avais un besoin. Mais pour mon fils, en fait, on l'a découvert à la suite d'une difficulté à l'école. On voyait bien qu'il était malin, il a parlé assez tôt et assez bien, il avait un lexique assez important. Et par contre, à l'écrit, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à écrire, il se mettait la pression, il faisait du refus d'obstacles. Et du coup, la maîtresse a été assez jugeante. Elle nous disait, il est paresseux, il ne veut pas s'y mettre. Enfin, on voit bien qu'il pige tout, mais il ne veut pas travailler. Donc, il y avait punition sur punition. Donc voilà, donc nous on s'est dit on va quand même faire un test parce qu'on voulait voir s'il n'y avait pas un retard aussi quelque part. Et en effet, en faisant le test, donc le test pour les enfants... On vous oriente assez vite vers le test ou c'est un petit peu le chemin du combattant avant de trouver le spécialiste qui va nous donner...
En fait, nous oui, conseiller sur le test? on nous a pas vraiment orientés. On a effectivement contacté à ce moment-là l'AMPEP qu'on ne connaissait pas à force de recherche. On avait entendu parler un petit peu du haut potentiel par un collègue de mon mari, qui l'était. Donc ça nous avait un petit peu mis la puce à l'oreille. Et donc voilà, donc on y est allé un peu de nous-mêmes en fait. Et en effet, donc, il a fait le test, et le test est une mesure d'intelligence, mais on mesure aussi, surtout pour les enfants, un âge mental par rapport à l'âge scolaire. Donc lui, il avait 6 ans à l'âge du test, et sur plusieurs résultats, en fait, il avait un âge mental de 8 ans, 8 ans et demi. Au-dessus de son âge. Au-dessus de son âge. Réel, ouais. Et ensuite, c'est transformé en notes également pour les enfants. Et donc là, il a un profil hétérogène, donc c'est-à-dire que dans certains critères évalués, il était à 130 en effet, et d'autres en revanche, il était en retard, notamment justement pour tout ce qui concerne la vitesse de traitement, donc le geste graphique, la recopie d'un signe en fait, voilà. Et en fait, c'était, donc la psychologue nous a expliqué que c'était la différence de vitesse entre la façon dont ça allait dans sa tête, où il raisonnait assez vite, etc., et le geste d'écriture qui, du coup, est très lent. Et pour retranscrire une idée à l'écrit, ça prend des plombes, alors que dans sa tête, ça allait très vite. Et donc, ça le bloquait. Et en plus, du coup, il avait des tensions musculaires. Et ce qui a décoincé un petit peu la chose, c'est d'aller chez une psychomotricienne qui a pu, du coup, lui faire par différents exercices, débloquer un petit peu ça. Mais c'est toujours compliqué à l'écrit. Et comment vous avez réussi à l'accompagner? Ça a été facile pour vous de trouver votre place entre l'encourager et c'est aussi de se mettre à sa place pour saisir un peu tout ce qui se passe en lui? Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en effet, on a toujours le doute de se dire, est-ce qu'il le fait exprès? Enfin, parce que comme tout le monde nous dit, non, mais il est paresseux, il pourrait... Enfin, voilà, on voit bien qu'il comprend, il ne veut pas le faire. Et il faut dire qu'à la maison, en parallèle, il y a aussi quelques réactions émotionnelles assez fortes, en fait. Mon fils, pour le coup, il est aussi hypersensible. Donc, du coup, on est toujours en train de se demander si, effectivement, il le fait exprès ou pas. Et en fait, non. C'est justement ce décalage de la pensée là, qui va très vite, la pression qu'il se met lui-même, le fait qu'il se braque, qu'il se vexe parfois. J'imagine qu'il y a des adultes au potentiel qui vous racontent ça aussi, cette tempête intérieure qu'ils ont entre eux et puis le décalage avec le regard que porte l'extérieur sur eux. Oui. Et ça marque énormément aussi, j'imagine, dans la trajectoire. Tout à fait. Et alors c'est vrai que moi j'ai aussi bien, la plupart viennent d'apprendre, donc c'est un peu la panique. Ça les soulage et en même temps c'est la panique, c'est la tempête effectivement qui se déclenche. Mais il y en a qui le savent depuis l'enfance, c'est un peu plus rare, mais oui. Alors sur ce mot de potentiel, parce qu'en discutant et en préparant à l'émission, c'est vrai que il induit beaucoup de choses. La première idée qu'on se dit, mais ils sont super intelligents, c'est des petits génies, ils ont tout pour réussir dans la vie. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est une pression quand on est parent, de se dire j'ai un enfant au potentiel, il faut absolument que je le fasse réussir? Oui, on peut le ressentir comme ça, en effet, surtout quand, au final, ça ne se réalise pas. En fait, être au potentiel ne signifie pas être un bon élève, pas nécessairement un bon élève, parce que être un bon élève, en fait, c'est un élève qui est adapté au système scolaire. Et les hauts potentiels, souvent, ne sont pas adaptés au système scolaire, soit parce que, justement, le rythme des apprentissages est trop lent, donc ils s'ennuient et donc ils décrochent. Soit parce que, donc ils ont besoin d'autres nourritures, soit parce que aussi la façon d'apprendre très linéaire et ennuyante, en fait, pour eux. Ils ont besoin de plus. Justement, on va retrouver en visio, elle est avec nous, Anne Périgot, qui est coordinatrice de la section précoce du collège Saint-Vincent de Rennes. Justement, vous avez dédié un enseignement à ces enfants précoces. Vous venez d'entendre le témoignage d'Aurore Langlais. Est-ce que les parents qui vous sollicitent arrivent finalement en se disant c'est la dernière chance pour nous, le dispositif précoce? Pas toujours, mais ce que j'ai entendu là, c'est vrai que ce que j'ai entendu des parents et puis des intervenants, c'est vraiment quelque chose que j'entends au quotidien chez les parents qui viennent nous voir. C'est que c'est pas notre dispositif, c'est pas le dispositif de la dernière chance, mais on rencontre effectivement des parents qui sont très, comment dire, un peu désemparés parce que leur enfant arrive. Alors nous, on les accueille à partir de la 6e. Et les enfants arrivent souvent avec un vécu assez compliqué, voire douloureux à l'école primaire, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Et le premier objectif, c'est pas trop pour nous la réussite scolaire en termes de notes, c'est plus qu'ils trouvent leur place au sein du collège et qu'ils puissent
enfin s'épanouir, quoi. Et Donc c'est comment vrai qu'ils vous, ont... finalement, vous êtes un collège classique, comment vous en êtes venu, vous aussi, à créer cette section-là? Vous êtes parti de quel constat, finalement? Bah, en fait, c'était bon, c'est un dispositif qu'on a depuis presque 20 ans, hein, donc plus de 20 ans à Saint-Vincent, qui a beaucoup évolué parce qu'on a testé des choses en fait, hein. On avait des sollicitations d'enseignants ou de familles au tout début. Bah, moi, j'étais pas là au tout début, mais je sais qu'il y avait eu des sollicitations et notamment et aussi d'une association qui s'appelle l'AFEP, qui est une association nationale qui s'occupe des enfants à haut potentiel. Donc, on a démarré du fait de ces multiples sollicitations. On a essayé d'abord un collège en 3 ans pour aller plus vite. Sauf qu'au lieu d'un cycle en 4 ans, mais on s'est rendu compte très vite qu'on laissait sur la route beaucoup d'élèves à haut potentiel avec des difficultés associées. Notamment, ça a été dit tout à l'heure, des élèves à haut potentiel qui ont une fulgurance de la pensée, plein d'idées, mais qui n'arrivent pas à restituer à l'écrit. Donc, on a peu à peu adapté notre dispositif à leur profil. Et écoutez, on tâtonne toujours, hein, mais l'idée, c'est quand même de travailler à des rythmes d'apprentissage variables en fonction de la vitesse d'acquisition en classe. Sachant que c'est un peu acrobatique parce qu'il y a autant de personnes les que élèves, de mais potentiel. oui, il y a une multiplicité de profils. Voilà. Et voilà. Et justement, c'est pour ça que Soisic de Cesse, vous parlez de multipotentialité, vous, plutôt. Ah oui, complètement, Ouais. parce que on a envie de plein de choses et c'est vrai qu'on ne réagit pas de la même manière. Alors si je parle de ma fille, par exemple, moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est son hypersensibilité, de pouvoir le dire au prof. Parce qu'un jour, j'ai eu un prof qui m'a dit oui, on ne comprend pas, elle se renferme, elle ne dit rien alors qu'on sent qu'elle a du potentiel, mais pourquoi? En fait, je lui ai dit, en fait, elle est hypersensible, donc elle peut se vexer, elle peut se renfermer, c'est en ça que ça l'a aidée aujourd'hui de le comprendre, parce qu'elle comprend que parfois quand elle est en décalage, bon, même s'il y a encore, ça ne vient pas, parfois elle se dit ce sont les autres et tout, mais ça vient d'elle et sa façon de sa perception en effet, ses croyances limitantes là qu'on se met. Voilà, donc ça c'était pour répondre à votre question qui Oui, oui. était... Je ne sais plus moi-même quelle était la question. Bon. Oui, les multiples potentialités. Non, alors en fait, c'est une aide parce que finalement, mais ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on a envie de faire plein de choses. Moi, j'avais 10 ans, je voulais être comédienne. À 16 ans, je découvre Séguéla, je veux créer mon agence de com. Mais être comédienne me reste encore. Et je me dis, c'est possible. Donc, j'ai écrit un show et je suis allée sur scène. Et c'est cette boulimie, en fait, qui nous dépasse parfois parce qu'on met des sujets en branle et puis, en fait, on les va... Anne Périgot, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants quand ils quittent la 4e? Est-ce qu'ils arrivent finalement à reprendre un système scolaire classique? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, finalement, ont besoin encore de rester dans un enseignement adapté? En fait, nous, on les suit vraiment sur 3 ans. Donc, c'est vraiment un travail à long terme, hein. Normalement, et 90%, dans 90% des cas, le dispositif leur permet de réintégrer une classe classique, hein. Sachant que déjà, dans nos classes, on les mélange avec d'autres élèves non précoces, hein. Donc, dès le départ, on fait en sorte qu'ils puissent travailler comme les autres, le programme de l'éducation nationale, mais on a une attention toute particulière à leurs difficultés. Et puis aussi, je crois que ce qui est vraiment très important, c'est peut-être moins le programme que la posture de l'enseignant et sa capacité à entendre, au-delà de l'apparence, souvent, les besoins de ses élèves. Je crois que les mamans sur le plateau sont d'accord. Oui. Oui, Mais mon je fils pense, est je crois. prof Et dépendance. puis Si aussi, le prof lui plaît pas, il l'apprend parce que- pas. C'est ça. Oui, puis je me permets de conclure. Je pense que ça marche toujours, vraiment, oui, ça marche toujours quand on arrive vraiment à dialoguer parents, enfants, équipe pédagogique. Et on réfléchit ensemble aux pistes qui vont aider l'enfant, quoi. Et ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Voilà. Après, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il s'agit d'une stratégie des petits pas.
et dont les fruits se mesurent à long terme. Donc, en effet, quand l'enfant arrive en 6e, certains ont une grande aisance verbale, par exemple, et sont incapables d'écrire plus d'une phrase, ou d'autres vont avoir tout de suite la réponse en mathématiques, mais ne peuvent pas développer une démonstration. Ça va pas se régler en 3 mois. Ça va s'améliorer pas à pas en 2 ans, 3 ans. Ce sera jamais parfait d'ailleurs, mais ils ont de telles richesses par ailleurs qu'ils pourront compenser leurs difficultés, par exemple, de restitution à l'écrit. Donc je pense que les 2 mots-clés, j'ai envie de dire, c'est le dialogue, parents, professeurs, enfants, et la confiance, parce que je crois que le temps joue en leur faveur. Merci beaucoup Anne Perrigot d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Dialogue, confiance, c'est aussi quelque chose que vous prenez à l'association l'AMPEP. Ceux qui n'ont pas la chance de faire appel à un dispositif comme Précoce, ils peuvent venir aussi vous en parler. Oui, exactement. On a une permanence téléphonique en fait et par mail. Donc on est toutes dans l'association des mamans bénévoles en l'occurrence. Et donc on répond aux parents qui viennent nous voir souvent avec du coup une problématique soit familiale, soit scolaire. Et ensuite pour nos adhérents, on organise en fait des rencontres, surtout pour créer du lien, pour que les parents puissent échanger, que les enfants puissent se rencontrer. C'est aussi très important pour vous que les enfants puissent discuter entre eux, parce que comme ça, ils peuvent voir d'autres moins seuls aussi. Tout à fait, ils trouvent des enfants qui leur ressemblent, ou pas d'ailleurs, parce que comme ce sont parfois des caractères forts aussi, ça ne matche pas nécessairement, mais au moins ils peuvent se rencontrer et les parents peuvent parler. On organise des cafés parents, enfin des groupes de parole comme ça, qui sont ouverts d'ailleurs aux adhérents et aux non-adhérents pour que tout le monde puisse venir échanger. Et on propose des conférences aussi, et puis des moyens pédagogiques, enfin une bibliographie, donc près de livres pour que tout le monde puisse se documenter et mieux connaître cette problématique qui en effet est très vaste. Vous connaissiez l'association l'AMPEP Spastique de 16 ? Enfin non, je l'ai... J'ai regardé la semaine dernière. Oui. Allez, on va passer à un autre chapitre de cette émission. On va parler d'un autre aspect de votre activité, Isabelle Lemierre, le coaching d'équipe. On va parler de Lego. Ce n'est pas une blague, hein, Lego. Qu'est-ce que les Lego ont nous apprendre déjà ? Alors, déjà, dans ce coaching d'équipe, les Lego, c'est un outil pédagogique que j'utilise dans le cadre d'une méthode. C'est des vrais Lego, hein. C'est c'est pareil des vrais que les Lego avec lesquels les enfants jouent. On voit le résultat d'un atelier Lego Serious Play, puisque c'est vraiment une méthode bien spécifique qui ne peut être pratiquée et facilitée uniquement par des facilitateurs Lego Serious Play, et qui est, moi, ma méthode préférée parce que, d'abord, elle est ludique, elle met tout le monde à égalité autour de la table. Vous pouvez avoir le PDG de l'entreprise et l'ouvrier de chaîne, donc franchement, tout le monde a le même niveau de parole. La réponse finale est une réponse commune où chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et c'est génial, il n'y a pas mieux que ça. Pour qu'on puisse comprendre, on va prendre un exemple avec l'un de vos partenaires, c'est l'IFAG, donc une école de management à Rennes. Madame Loriot, vous êtes assistante de direction à l'école, et pour vos journées d'intégration, vous faites appel à cette méthode. Tout à fait. Alors, comment ça marche ? Racontez-nous. Bien, en fait, on a ouvert il y a 2 ans à Rennes. Et l'idée pour nous, étant donné qu'on démarrait sur une petite promotion, c'était vraiment qu'il y ait du sens, qu'il y ait de la cohésion au sein de la classe, au sein de nos apprenants. Et donc moi, je suis en charge de la pédagogie, et ça m'a semblé évident de faire appel à Isabelle, puisque j'avais déjà testé l'atelier Lego. Voilà. Une convaincue. Complètement. Et ça, c'est vraiment un outil qui va véritablement plus vite, plus loin, et qui, dans les échanges, apporte quelque chose de beaucoup plus riche. C'est quoi les exemples d'exercices, par exemple ? Là, on voit des jeunes hommes. Alors, c'est peut-être pas le contexte dans lequel vous avez fait votre journée d'intégration. En l'occurrence, hein, on est à l'IFAG de Rennes, tout à fait. Alors, c'est quoi les exercices qu'on peut retrouver avec des Lego ? J'ai envie de comprendre. Alors, c'est variable suivant le thème qu'on souhaite aborder. Là, ce sont les apprenants. On a aussi fait des ateliers avec les intervenants. Donc là, c'est Isabelle, en fonction du thème que je lui ai donné, qui, avec sa démarche, apporte la solution. En fait,
on fait ce que j'appelle un filage. Voilà, donc toutes les questions sont pré-posées, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Laetitia, en fonction du sujet posé sur la table, que ce soit une école ou une entreprise, on peut même le faire avec des codires, moi ça m'est déjà arrivé, on pose la problématique, tout type de problématique, et ensuite on crée un filage avec toutes les questions, un timing, etc. Et pour les jeunes, par exemple, qu'on voit à l'image, c'était quoi les questions Par exemple, ça va être c'était certainement d'abord, on travaillait sur le travail en équipe, je crois. Donc d'abord, ils ont eu toute une partie où ils devaient se décrire. Et donc ils se décrivent avec les Legos. Exactement, c'est-à-dire je vais poser une question, va être qui êtes-vous ? Donc ils vont se construire. Alors, ils vont avoir 6 minutes, parce que si je ne donne rien, je ne vous dis pas. C'est parti pour la construction. Voilà. Après, je vais leur poser une question, c'est quelle est votre principale qualité, quelle est votre principale valeur, etc. Puis ensuite, un petit peu, qu'est-ce qu'on dit de vous, et puis petit à petit, on rassemble un petit peu, on va les faire travailler en équipe, et à la fin, on arrive à vraiment une solution finale qui est génial, quoi, parce que mais donc ça, je le fais dans les écoles, mais on peut le faire aussi dans les entreprises, sur de la stratégie marketing, fixer des objectifs. Là, c'était du team building. J'imagine que les participants, ils sont un peu surpris quand vous arrivez, vous déboulez, pareil, avec une quantité astronomique de Lego. C'est assez surprenant comme méthode. C'est vraiment surprenant. Pour les intervenants, quand on l'avait fait pour ce public, volontairement, je ne leur avais pas dit. Et effectivement, quand ils sont arrivés, c'était l'effet waouh. Premier effet. Deuxième effet, mais qu'est-ce qui se passe ? On va me demander de jouer au Lego. C'était assez. Et ça se base drôle. quand même sur de vraies études qui montrent que utiliser ses mains permet de mieux se connaître, de mieux travailler en équipe. En fait, on dit que 80% de notre cerveau est relié à nos mains. Donc, vous voyez, il y a un lien aussi avec le côté HPI, même si tout le monde, c'est le cas pour tout le monde. Et donc, on se dit que quand on utilise ses mains, on est plus créatif et on va plus loin, en fait. Si vous avez tous fait de la méthode post-it, etc., c'est ça multiplié par 100 en termes de résultats. C'est bien plus puissant. C'est bien plus puissant. Et vous l'utilisez à toutes les sauces, la méthode de Lego Serious Play, ou c'est que pour les journées d'intégration ? Non, pour le moment, c'est uniquement pour les journées d'intégration, parce qu'il y a vraiment un fil conducteur et vraiment une idée pédagogique derrière tout ça. Après, j'ai d'autres idées, puisque je suis référente handicap de mon campus, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc effectivement, il y a des projets pour la suite. Dans le domaine du handicap, ça peut être quelque chose... complètement, dans l'inclusion, dans tout ce qui est aussi différence, mixité, etc. Enfin, c'est vraiment, on peut l'utiliser pour tout type de problématique, quoi. C'est très riche. Et les Lego, effectivement, comme dit Laetitia, il faut maintenir absolument la surprise. Moi, je dis toujours à mon commanditaire, surtout, vous ne dites pas qu'ils vont faire des Lego. Surtout, vous ne dites pas. Parce que là, sinon, il y a beaucoup de préjugés. J'ai autre chose à faire que d'aller jouer au Lego. Ou alors, ouais, génial, va jouer au Lego. Et vraiment, l'idée, c'est on ne dit pas ce qu'on va faire et on découvre la méthode. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Coach and Happy, est-ce qu'il est happy en Bretagne ? C'est quoi votre histoire avec la Bretagne, finalement, d'abord, Isabelle Lemierre ? Moi, j'ai du sang breton dans les veines, donc je revendique cette partie-là. On accepte même ceux qui n'ont pas de sang dans les veines. La première. Et Coach and Happy, en fait, pourquoi ce mot ? Parce que mon idée, c'est je coach et les gens sont happy après. Pourquoi je suis partie sur un anglicisme ? Parce que c'est un peu la tendance. C'est comme ça. Et sinon, accompagné et heureux, c'était plus long, je pense. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Et en Bretagne, mais pas que, parce que j'en fais aussi sur toute la France. Et votre relation à la Bretagne, comment vous la définiriez ? Moi, je suis très attachée à mon territoire. Très, très attachée à mon territoire. Je trouve que c'est vraiment, c'est très riche. Le sud, le nord, le centre de Bretagne, tout est différent. C'est des ambiances différentes. C'est beau, la Bretagne. C'est vivifiant. On est juste très bien en Bretagne, quoi. Coach and Happy en Bretagne. Ouais, une Bretagne sur la fin en anglais. Exactement. Merci beaucoup à Laetitia Loriot, assistante de direction à l'école l'IFAC, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Aurore Langlais. Donc, pour joindre l'association l'Impep, vous avez un site internet ? Oui, on a un site internet. Donc, on tape Impep, on trouve la Bretagne, la fédération et toutes les informations. Il apparaît actuellement en bas de l'écran. Merci Soisic de 16 d'avoir été avec nous. Merci Isabelle Lemierre. Est-ce que vous connaissez la tradition de cette émission ?
Non. Vous n'avez pas regardé les émissions jusqu'au bout. Mince. C'est l'heure de la photo de fin d'émission pour D'accord. immortaliser ce joli moment. Merci beaucoup à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre bretonne. Très belle journée. Hop là, la petite photo de fin d'émission, parce qu'on va faire un grand mur avec tous les invités formidables. Anybody do the things you do before. C'est une petite test pour savoir si vous avez regardé Dance l'émission for me, jusqu'à dance for me, dance for me, oh. Vous êtes prêts pour la photo? I never seen anybody do the things you do before.